Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog du Buzzwordathon. Vous verrez cette vidéo seulement au mois d'août, mais actuellement on est le 2 juin. La raison pour laquelle vous n'allez voir cette vidéo qu'au mois d'août, c'est que je n'ai pas réussi à caser ce vlog avant dans mon planning de publication de vidéos. C'est pas grave, il me semble que je l'ai déjà fait une fois, lire 2 mois ou 3 mois du Buzzword dans une seule vidéo. Donc on est reparti sur ce format-là cette fois-ci et on va commencer avec la lecture pour le mois de juin. Pour le mois de juin, alors je vous mettrai comme d'habitude dans la barre d'infos le lien vers la vidéo de Kayla qui a créé ce challenge qui consiste à lire un livre tous les mois en fonction d'une thématique ou en fonction d'un mot précis qui doit se trouver dans le titre. Cette fois-ci pour le mois de juin, la thématique c'est Repeating Word. Donc il doit y avoir dans le titre au moins un mot qui se répète au moins 2 fois. Je crois que j'en ai qu'un seul dans ma pile à lire et c'est dans ma pile à lire physique en plus, donc ça tombe plutôt pas mal. C'est une autrice que j'ai lue par le passé, hop là, et que j'ai adorée dans la trilogie que j'ai découverte, mais là on n'est pas du tout sur le même registre. La trilogie que j'ai découverte, c'était de la fantasy et une réécriture d'une légende, d'un mythe. Là on est sur de l'horreur, du thriller, young adulte. J'ai hâte de le découvrir, il n'est pas très long, j'ai l'impression qu'il y a des pages qui sont noircies. Je sais pas, c'est étrange. Non, pas forcément, c'est juste l'impression qui est bizarre. Ou alors ce sont les en-têtes de chapitre. Ce sont les en-têtes de chapitre. Donc, pour un livre dans le titre duquel il y a un mot qui se répète, j'ai sorti Cache-Cache Mortel de Kiersten White, l'autrice de l'Ascension de Camelot, que j'ai adoré. J'ai adoré cette trilogie, donc j'ai hâte de découvrir ce roman, même si, alors c'est un one-shot, je n'en ai pas entendu beaucoup de bonnes critiques. Donc j'ai un petit peu peur. Je vais rapidement vous relire le résumé, ou pas. Un parc d'attractions délabré, 14 concurrents, 7 jours pour gagner, partout où se cacher mais nulle part où fuir. Voilà. Donc je ne vais pas relire le résumé, juste les petites phrases qui sont au début pour vous donner un peu un aperçu du style d'histoire qu'on va découvrir. Comme d'habitude pour ce vlog du Buzzword, je vous reprendrai au tiers, au deuxième tiers et à la fin. Après, comme il s'agit d'un thriller, j'aurais peut-être pas grand-chose à vous dire au milieu, mais on va essayer. Je suis pas sûre que je vais le commencer aujourd'hui parce que j'ai encore un livre de ma... Non, il faisait pas partie de ma palle des cartes, mais j'ai commencé un livre en mai et je ne l'ai pas encore fini, j'aimerais bien le finir. Et j'ai aussi hier commencé ma palle des cartes du mois de juin. Donc pour l'instant j'ai 2 livres en cours, je suis pas sûre que je vais en commencer un 3e. Je vais peut-être essayer de finir celui que j'ai commencé en mai. On verra. En tout cas, voilà, c'est ma première lecture pour ce vlog du Buzzword. On est le 2 juin, donc j'ai tout le mois de juin pour le lire et il est assez court. C'est écrit, il n'y a pas vraiment de... c'est ni trop gros, ni trop petit. Il fait 267 pages, donc voilà, je pense que ça devrait se lire assez vite. Je vous reprendrai quand je serai arrivée au premier tiers, comme ça je pourrai vous dire un petit peu plus précisément de quoi il est question, et mon premier avis sur le début de cette lecture. On est lundi le 24 mai
Non, pas mai, non, non, je suis à la bourre, mais pas à ce point-là. Juin, 24 juin. Je suis extrêmement à la bourre dans mes lectures du mois de juin. Vous verrez cette vidéo qu'au mois d'août, donc au mois d'août, peut-être même au mois de septembre. J'ai un doute maintenant. Oui, c'est ça, parce que j'ai pas réussi à vous la caler avant, c'est pas grave. Mais bon, ça, normalement, je vous l'ai déjà dit dans la première partie de cette vidéo. Il est 21h10 presque, et je vous reprends parce que je viens d'atteindre le premier tiers de Cache-Cache Mortel de Kiersten White. Waouh, c'est chaud. Alors, il y a quelques petits soucis de correction et plus de correction que de traduction, je dirais. Mais pour l'instant, c'est suffisamment léger, ça me gêne pas tellement. J'aime beaucoup le rythme. L'autrice fait des phrases très courtes. Et j'en parlais l'autre jour à mon mari, et je sais pas pourquoi il y a ce son qui m'est venu à l'esprit, mais ça faisait un peu comme clac, 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 clac. L'enchaînement des phrases. Et en faisant ce son, le clac, 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 je me suis rendu compte qu'on aurait dit le clac, 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 clac des montagnes russes quand le manège monte, avant qu'on passe à la descente peut-être fatale. Et alors, j'ai pas fait exprès, hein. Ça m'arrive très souvent d'avoir des trucs de génie comme ça sans le faire exprès. Mais pour le coup, je trouve que l'image était très bonne et le son correspondait vraiment au concept, puisque dans cette histoire, on va faire la rencontre de 14 personnages. Alors, il y en a qu'on va très vite zapper, bien sûr, mais on a 14 personnes qui vont se retrouver dans un jeu, un cache-cache géant dans un parc d'attractions désaffecté. Ça s'appelle Cache-Cache. Alors, dans la version française, c'est écrit Cache-Cache comme ça. Et je vous rappelle que ce livre compte pour le buzzword du mois de juin, pour lequel je dois lire un livre dans le titre duquel il y a au moins un mot qui se répète. Enfin, un mot qui se répète au moins une fois. Donc, Cache-Cache, ça compte. Mais dans le livre, le jeu est appelé Cache, C-A-S-H, comme le cache, l'argent. Et la version originale, c'est Hide. Donc, cache-toi, cachez-vous. Donc, on a 14 participants d'horizons divers et variés. Je ne vais pas forcément vous redonner la liste des participants, quoique, je l'ai sous les yeux. Sans rentrer dans les détails, un mannequin, un graffeur, une youtubeuse, un développeur, une conceptrice de bijoux, un instructeur de crossfit, une actrice, un auteur, un gamin proscrit, un pompiste, une ancienne combattante, un commercial en panneaux solaires, une éternelle stagiaire et l'héroïne, qui s'appelle Mackenzie et dont on ne sait pas grand-chose au début, à part qu'elle a vécu un drame et que vraisemblablement elle est à la rue, elle vit dans un foyer, enfin elle vit dans un foyer. On ne peut pas vraiment dire qu'elle vit dans un foyer, parce qu'elle utilise un foyer, mais en gros, c'est juste pour la nuit. À 9h du matin, ils sont tous mis dehors et ils ne peuvent revenir au foyer qu'à 16h l'après-midi, et ils ne peuvent pas dormir 2 nuits de suite dans le même lit. Donc c'est un genre de refuge. Et voilà, et c'est la directrice de ce refuge qui lui parle de cette partie de cache-cache. Et Mackenzie est très étonnée parce que il y a un lien avec son passé, en fait. Mais je ne vais pas vous dévoiler quoi, parce que même si ça se passe au tout début, je suis au premier tiers, mais je suis seulement à la page 93. Je vais arriver au 3e jour de compétition. Alors avant les journées de compétition, donc il y en a 7. Il y a 7 jours de compétition. 14 participants, 2 participants éliminés par jour, jusqu'à la personne qui va gagner au final et qui va remporter 50 000 $. Donc Mackenzie étant à la rue, 50 000 $, ça pourrait bien l'aider. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement discret et qui a passé quasiment toute sa vie à vivre dans l'ombre, à se cacher, à se dissimuler, à être le plus discrète possible. Du coup, il y a moyen qu'elle remporte cette compétition. C'est un roman d'horreur adulte. Je le classerai même pas en young adulte parce que c'est quand même assez graphique. Alors, on assiste à, je crois, il y a peut-être 2 personnages. Oui, il y a 2 personnages qui sont... Alors, j'en suis à la fin... Enfin, je vais commencer le jour 3, donc il y a déjà 4 personnages qui sont fait éliminer. Mais il y en a 2 pour lesquels on n'assiste pas du tout à leur capture, mais on voit le moment où ils vont être capturés, même si on n'assiste pas à la suite. Et comme dit, c'est un roman d'horreur. Donc, à mon avis, ils ne sont pas juste attrapés et sortis de la compétition. Je ne sais pas encore, je n'arrive pas encore à déterminer si ce qu'ils appellent les chasseurs ou le chasseur, déjà, est-ce qu'il y en a un, est-ce qu'ils sont plusieurs,
Est-ce que c'est un humain? Est-ce que c'est un animal? Est-ce que c'est un mélange des deux? Est-ce que c'est une créature fantastique quelconque? Je ne sais pas. En tout cas, c'est bien, bien flippant. C'est hyper bien joué sur l'atmosphère. Mackenzie, c'est notre héroïne, mais à chaque chapitre, on alterne un petit peu les paragraphes où on voit les autres participants qui sont en train de se cacher, et du coup, on en apprend un petit peu plus sur leur passé, mais pas forcément très longtemps, parce que je vous l'ai dit, ils sont 14. J'ai passé presque 100 pages avec la plupart d'entre eux, 100 pages avec la plupart d'entre eux, mais il y en a déjà 4 qui sont éliminés et dont on entendra forcément peut-être plus trop parler. Donc au fur et à mesure où le livre va avancer, je vais continuer à découvrir les personnages, mais pour les perdre aussi quasiment dans la foulée. Il y a une relation qui est en train de naître entre Mac et une des autres participantes qui s'appelle Ava. Du coup, je me demande s'il n'y aurait pas un côté queer, mais j'en suis pas encore là. Ça peut être juste une amitié, même si comme on est un peu plus dans la tête de Mackenzie, on se rend compte que ça va un peu plus loin que de l'amitié. Ce qu'elle ressent pour Ava, c'est surtout... elles se connaissent pas, donc on peut pas vraiment dire que c'est de l'amour, mais il y a aussi une attirance physique. Et puis, elles se sentent un peu rassurées quand elles sont l'une avec l'autre. Donc, voilà, je vais entamer le jour 3. Je pense que je vais lire encore un petit peu ce soir. Je sais pas jusqu'où je vais aller. Il faut que je regarde à peu près où je dois m'arrêter. À mon avis, à peu près... Ouais, à peu près par là. Ça fait quoi, ça? Peut-être après... Oula, il est long, ce chapitre. Peut-être après le jour 5 sur 7. Donc, je vais lire peut-être 3 jours, là. Les chapitres sont longs. Alors, pas au début. Au début, on a une succession de chapitres qui ne sont pas numérotés, mais qui présentent un petit peu qui est notre personnage principal et comment tous ces 14 personnages arrivent jusqu'au parc d'attractions. D'ailleurs, ils ne savent pas que la partie de cache-cache va se jouer dans un parc d'attractions désaffecté. Et on a aussi un prologue qui présente le parc. Et rien que le prologue m'a mis des frissons tellement c'est glauque. Donc, à ne pas mettre entre toutes les mains, mais pour l'instant, je passe un plutôt bon moment. Il faut voir comment la suite évolue. Si on continue sur ce rythme-là et sous ce format-là, avec la vision de un petit peu tous les personnages, alors on ne les voit pas tous les jours, hein, mais la vision de plusieurs personnages sur comment se déroule une journée, ça ne me dérangerait pas. Ça peut paraître manquer d'action ou quoi, mais franchement, ça ne me gêne pas parce que l'atmosphère est là. On a vraiment la peur au ventre que ces chasseurs, dont on ne sait toujours pas qui ou quoi ils sont, débarquent, les entendent, les surprennent. Et voilà. Donc j'ai aussi très très hâte de découvrir ce que sont les chasseurs, parce qu'à mon avis, il va y avoir un petit côté fantastique dans cette histoire. Ça ne me dérangerait pas s'il n'y en avait pas, mais je pense qu'il va y en avoir un. Et voilà, et là donc j'arrive à la fin du 2e jour et on sait enfin, même si c'est assez facilement compréhensible, quasiment dès le départ, ce qui est arrivé à Mackenzie, ce qu'elle a vécu. Elle est traumatisée, donc on se doute bien qu'elle a vécu quelque chose de dramatique et c'est assez facile de comprendre ce qui a pu lui arriver. Là, à la fin du chapitre 2, il y a un des concurrents qui a reconnu son nom et qui a raconté son histoire à tous les autres. Donc déjà, c'est pas très cool. J'espère que lui ne va pas passer la 3e nuit sur place, enfin la 4e du coup, à la fin du 3e jour. J'espère qu'il se fera attraper parce qu'il mérite bien ça. Voilà. Donc bref, j'en suis là pour l'instant. Je vais pas vous garder plus longtemps parce que ça fait déjà presque 10 minutes que je vous parle. Et si je veux vous reprendre tous les tiers pour les 3 livres que je vais lire dans cette vidéo, ça risque d'être un peu long. Donc, je vous laisse et puis je vous retrouverai un tiers avant la fin. On est jeudi le 27 mai. Du coup, il me reste aujourd'hui 28, 29, 30, donc 3 jours, un petit peu plus de 3 jours pour terminer Cache-Cache Mortel. J'ai atteint le 2e tiers de ma lecture. Je suis page 181. J'ai été obligée de m'arrêter en plein milieu d'un chapitre parce que, en fait, ce chapitre-là est extrêmement long. Et si j'avais été jusqu'au bout de ce chapitre-là, il ne me serait resté que ça. Donc ça, c'est la fin du chapitre. Donc bon, je me suis dit, voilà, je me suis arrêtée, il y a un découpage au niveau des paragraphes pour changer de point de vue. Donc voilà, je me suis arrêtée là, comme ça me permet de vous dire un petit peu ce que j'en pense. J'aime toujours autant
C'est extrêmement dur, c'est graphique, c'est gore. Attention, je viens d'assister pour la première fois à une scène où on voit vraiment un des personnages mourir. Je veux pas vous dire comment pour ne pas vous spoiler. Je peux pas vous dire si j'avais raison ou tort, pareil, toujours pour pas vous spoiler. Mais c'est vraiment chouette, je suis intriguée, j'attends de voir comment ça va se clôturer, qui va survivre, qui va gagner, même si j'ai déjà ma petite idée. Et puis j'aime toujours autant le rythme que l'autrice a mis dans son style et dans son histoire. Je passe un moment divertissant. On n'est pas sur un... On est quand même un peu sur un slasher, mais il n'y a pas ce côté hyper graphique de toutes les morts. À part cette mort-là, que je viens de voir là maintenant, qui doit être la... Je sais pas, c'est le jour 5, donc ça doit être la 9e. Oui, c'est ça, ça doit être la 9e mort. Ben... C'est ça? Oui, ça doit être ça. Ben, je trouve pas que c'est particulièrement... j'ai la luminosité qui a changé d'un seul coup, là. Désolée, je sais pas ce qui se passe. Pas grave. Je trouve pas que ce soit vraiment gore, comme dit, sauf là, à partir de cette scène. Donc j'ai très très peur que ça aille empirant. Mais jusqu'à présent, c'était vraiment l'atmosphère qui prenait le pas sur l'aspect très graphique. Donc ouais, j'ai hâte de voir comment ça va tourner. Il y a des personnages auxquels on peut pas s'empêcher de s'attacher un petit peu, même si je vous le déconseille parce que bon, clairement, on est quand même sur un roman d'horreur typique du genre où les personnages vont mourir les uns après les autres. Alors comme dit, je sais pas qui va rester debout à la fin, mais j'appréhende. Et ouais, c'est chouette, c'est très divertissant, c'est facile à lire, ça se lit très vite, même si c'est dur. Du coup, je pense pas que je réussirai à le finir ce soir parce qu'il doit me rester, je sais pas, combien de pages il me reste? Il me reste 80 pages, à peu près. Donc je suis pas sûre que je réussirai à le lire, à le finir ce soir. Quoique, il est quelle heure? Il est 20h. Je sais pas, peut-être, mais vraiment pas sûr. Au pire, je devrais pouvoir le finir demain, je pense. Et du coup, je vous donnerai mon avis final et ma note, etc. Mais je suis contente. C'est un tout autre registre que ce que j'avais lu précédemment de l'autrice. Comme je vous l'ai dit, c'était sa trilogie L'Ascension de Camelot, donc réécriture de la légende du roi Arthur. Donc vraiment très différent. Mais j'apprécie. Et je sais que ce roman-là n'a pas forcément eu énormément de succès outre-Manche, outre-Atlantique. Du coup, je suis agréablement surprise. Je m'attendais vraiment à le détester. Et en fait, je suis agréablement surprise. Donc c'est plutôt cool. Je vous laisse et puis je vous retrouverai du coup quand je l'aurai terminé. Euh, En espérant que ça continue sur cette lancée. Hello. Alors je reviens vers vous, on est le 1er juin. Non, juillet, pardon. Non, on n'est pas le 1er juin, le mois de juillet est passé à une vitesse affolante. On est le 1er juillet. J'ai terminé Cache-Cache Mortel. Je crois pas que je vous ai repris pour vous donner mon avis final. Je vais retourner sur la fiche de ma critique. Il faut que je mette un peu plus de colle là-dessus. Ouais, à peu près. Je vous montre vite fait. C'est ma chronique dans mon reading journal. J'ai fini donc Cache-Cache Mortel de Kirsten... Non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est pas Twilight. Kirsten White. En plus, je crois que c'est Kristen Stewart et pas Kirsten. Donc, Kirsten White, Cache-Cache Mortel. Alors, j'ai apprécié. Je pense pas que je le relirai un jour parce que on est en fait sur un genre de slasher, mais sans le côté très gore. À part pour une scène où c'était vraiment graphique, genre... limite à être malade, quoi. Donc attention, âme sensible, s'abstenir quand même. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, je lui ai mis 14 sur Livre Addict. Alors je dis que je l'ai beaucoup aimé et 14 c'est une note un peu moyenne pour moi. Mais je ne m'attendais pas à l'apprécier du tout parce que j'en avais entendu que des critiques très 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 moyennes, voire carrément mauvaises. Donc je suis contente. Je veux pas vous spoiler, donc je vais pas forcément vous donner les inspirations de l'autrice, mais je m'y attendais pas et je suis ravie parce que il y a une de ces inspirations, c'est une de mes histoires préférées. Donc je vous dis pas laquelle, je vous laisserai découvrir.
Les personnages sont pas forcément hyper attachants, mais je trouve que c'est bien joué de la part de l'autrice qu'on passe un petit moment dans la tête de chacun, parce que ça les rend quand même plus tangibles, plus crédibles, on va dire. J'aime beaucoup le style de... Enfin, beaucoup. Ouais, le style est adapté, je trouve, à ce récit. Je vous l'ai dit, hein, les phrases sont très courtes, du coup, c'est très rythmé. J'ai apprécié la fin. Et pourtant, c'est le genre de fin que je n'aime pas d'habitude. Donc, je vous laisse faire ce que vous voulez de cette information. Mais je trouve que c'est bien joué. Parce que ça participe en fait à l'horreur de l'histoire. J'ai mis 7 du coup au personnage. J'ai mis 10 à l'atmosphère. On est vraiment sur... ils ne savent pas ce qui les pourchasse. Ils ne connaissent pas le danger de ce parc. Mais en même temps, ils ont conscience qu'ils risquent leur vie. Du coup, le mélange des deux, c'est assez... c'est même très, très angoissant. J'ai mis 7 au style de l'autrice, 7 à l'histoire. C'est un petit peu lent peut-être à se mettre en place au début. J'ai mis 8 à l'intrigue parce que j'avais très, très, très envie de connaître la fin. Ce que j'ai apprécié dans l'histoire aussi et sa construction, c'est que c'est assez facile d'élaborer des théories. Et je suis contente parce que la plupart de mes idées se sont révélées justes, mais pas forcément toujours. Et puis surtout pas forcément complètement. Donc c'était plutôt chouette. J'ai mis 6 à la logique, par contre, il y a pas mal de petits points qui m'ont dérangé, mais bon, je trouve que ça participe aussi un peu au genre, les personnages qui prennent pas forcément des décisions rationnelles, sachant que, je vous rappelle, c'est un roman d'horreur, style slasher, donc je n'imagine même pas me retrouver à la place des personnages. À mon avis, quand on est terrorisé comme ça, qu'on sait qu'on risque sa vie, toute rationalité nous quitte. Donc, ça me semble pas non plus déconnant qu'il y ait certaines décisions qui sont prises sur le coup de l'impulsivité et sans réfléchir avant. Et j'ai mis 7 au plaisir global à la lecture parce que j'ai passé un plutôt chouette moment. C'était divertissant. Comme dit, je pense pas que je le relirai un jour, donc il va probablement se retrouver sur ma boutique Rakuten. Mais voilà, c'était sympa. Si vous êtes familier du genre, si vous aimez l'horreur, il y a moyen que celui-ci vous parle pas trop. Parce que c'est vraiment, je trouve, un schéma... Et pourtant, moi, l'horreur, j'en lis pas hein, spécialement. Mais je trouve que c'est assez classique comme schéma, c'est assez facile. Et voilà, le style est rythmé et adapté, je trouve, à cette histoire, mais pas forcément exceptionnel. Donc, à vous de voir. Si vous voulez un truc rapide à lire, par contre, ça se lit très très vite. Donc, je l'ai fini, on est le 1er juillet, je l'ai fini le 27, donc ça devait être jeudi dernier, on est lundi aujourd'hui. Et je vous ai pas repris entre-temps, j'ai fait pas mal d'autres choses. Voilà. Mais en tout cas, ouais, c'était plutôt cool. Donc, comme je vous l'ai dit, on est le 1er juillet. Ça veut dire qu'on a un nouveau titre du Buzzword pour ce mois-ci. Donc je l'ai ajouté à ma pile à lire du mois de juillet, mais pas dans ma palle des cartes, puisque je vous fais une vidéo spéciale à part, donc je ne l'ai pas intégré dans ma palle des cartes. Et le thème pour le Buzzword du mois de juillet, c'est Measurements. Donc il faut trouver un livre dans le titre duquel il y a un élément de mesure. Alors ça peut être un nombre, ça peut être... un ordre de grandeur, petit, grand, plus, moins, tout ce qui a un lien avec la mesure, mètre, centimètre, hauteur, longueur, largeur, tous ces mots-là, du moment que vous pensez que c'est un lien avec un moyen de mesurer quelque chose, ça compte. Donc, au départ, j'avais choisi Year of the Reaper, parce que year, c'est l'année, et l'année, c'est un moyen de mesurer le temps qui passe. Et en fait, Year of the Reaper est tombé dans ma palle des cartes du mois de juillet. Je suis tombée sur une case Take a Chance et c'est celui-ci qui est sorti. Donc, j'ai dû changer mon fusil d'épaule. À la place, j'ai sorti, pour le mois de juillet, une romance de Noël. C'est pas grave, c'est pas grave. Je ne suis pas une lectrice saisonnière, ça ne me pose absolument aucun problème de lire une romance de Noël. Et j'ai lu un roman de cette autrice en mai que j'ai adoré parce que c'est une de mes autrices françaises préférées. Donc je suis contente de continuer à avancer un petit peu dans sa backlist parce que c'est un de ses ouvrages qui date un petit peu maintenant. Est-ce que j'arrive à retrouver l'année 2020 ? Oui, 2020, donc ça fait 4 ans quand même. Et c'est Les étoiles brillent plus fort en hiver, donc plus fort. Les étoiles brillent plus fort en hiver. Plus pour moi, c'est un élément de mesure. Plus fort en hiver que au printemps. Bref, voilà, vous avez compris quoi.
Donc Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain. Et je me souviens pas du tout du résumé, donc je pense que je vais vous le relire rapidement. Aux Galeries Hartmann, les féeries sont le plus gros événement de l'année. Alors qu'en 7 jours avant leur lancement, le nouveau directeur exige que la décoration de Noël soit intégralement refaite, le sang d'Agathe ne fait qu'un tour. Personne ne touchera à son travail, et surtout pas cet arriviste arrogant. Mais le grand magasin est désormais sous la responsabilité d'Alexandre Hartmann, et aussi talentueuse que soit Agathe Murano, c'est avec lui qu'elle devra traiter, lui et personne d'autre. Ces deux-là auraient préféré ne jamais se rencontrer, mais puisqu'un Père Noël et son chat magique viennent d'être embauchés pour exaucer les souhaits, puisque les guirlandes scintillent et que l'air embaume la cannelle et le pain d'épices, tout devient possible. Voilà. Donc, comme dit, le fait que ce soit une romance de Noël, ça m'est complètement égal. Il fait 359 pages. Et je suis contente. Alors, je vais peut-être pas le commencer tout de suite, quoique. Sur les 5 romans de ma palle des cartes du mois de juillet, il y en a 3 dont j'ai la version audio. Donc 3 lectures qui devraient aller assez vite. Je pense que le roman qui va me prendre le plus de temps, c'est L'automne des magiciens. Donc je vais peut-être commencer par celui-là. Je vais voir, je vais peut-être faire les deux en parallèle. Je vais peut-être lire, pas forcément un chapitre, mais il faudrait que je commence L'automne des magiciens parce que ouais, j'ai vraiment peur qu'il me prenne plus longtemps. Donc de toute façon, on va faire comme d'habitude. 360 pages, je vous ai dit, donc je vous reprendrai quand je serai arrivée approximativement à la page 120. Ça fait un tiers à peu près. 100... Ah bah parfait, c'est la fin d'un chapitre. Donc hop, voilà. Je vous reprendrai à la fin du chapitre 8 pour vous dire ce que j'en pense pour le moment. Hey, on est lundi, le 22 juillet. Et j'ai atteint le premier tiers de Les étoiles brillent plus fort en hiver, de Sophie Jomain. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Agathe. Oui, je crois que c'est ça. Je viens de finir mon chapitre et je sais déjà plus comment le personnage principal s'appelle. Agathe Murano, qui travaille... Alors ça se passe à Lille, c'est pas dit dans le texte, mais l'autrice le précise dans une note en introduction que pour elle, les galeries Hartmann n'ont jamais existé, mais pour elle, l'histoire se déroule à Lille. Donc on sait que ça se déroule à Lille et on suit Agathe Murano, qui est la décoratrice d'intérieur des galeries Hartmann. Et ça se passe juste avant Noël, au moment où Agathe vient de finir la décoration de l'intégralité des galeries. Alors vous voyez ça comme les galeries Lafayette un petit peu. Hein. Donc c'est un truc assez énorme. Et le problème, c'est que l'ancien patron vient de mourir et c'est son fils qui reprend la main sur l'entreprise. Quelqu'un de relativement jeune, évidemment. C'est une romance de Noël, hein, je vous l'ai dit. Et quand le nouveau patron, qui s'appelle Alexandre, débarque, il veut tout changer. Sauf qu'on est à une semaine du début des féeries. C'est le cycle d'animation, je ne sais pas comment on peut dire, c'est le début des festivités de Noël, on va dire, dans les galeries au niveau de la décoration. Et il veut absolument tout changer. Donc ça commence pas très bien entre nos deux personnages principaux, mais évidemment, ils vont pas arrêter de se lancer des pics, de se marcher sur les pieds. Et certains employés des galeries vont lancer un pari pour savoir combien de temps ça va leur prendre pour coucher ensemble. Agathe a une assistante qui s'appelle Joséphine, qui est quelqu'un de très sympa, mais j'ai l'impression qu'elle a une histoire, une backstory un peu triste. Je vais pas dire dramatique ou tragique, parce que pour l'instant je sais pas encore ce qui s'est réellement passé dans son passé. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'assez mélancolique sous ses airs de pile électrique. C'est quelqu'un qui est très, très enjouée, très joyeuse, mais qui, à côté de ça, je pense, a beaucoup souffert. Donc je suis curieuse d'en apprendre un petit peu plus sur elle. On apprend aussi assez vite que Agathe a la charge d'une jeune fille de 9 ans, 10 ans, je crois qu'elle va bientôt avoir 10 ans, qui s'appelle Chloé, et qui est en fait la fille de sa sœur, donc c'est sa nièce. Et alors je ne vous dirai pas pourquoi elle a la garde de Chloé, je vous laisserai découvrir ça, mais on est, comme souvent avec Sophie Jomain, sur un sujet délicat, abordé tout en poésie et tout en délicatesse. Donc clairement c'est le côté romantique et humoristique qui me plaît dans cette histoire. Alexandre est quelqu'un qui n'a
pas peur d'avoir qui n'a pas peur d'avoir honte, qui n'a pas peur de se trouver dans des situations dans lesquelles il paraît ridicule. Il est assez nonchalant, mais dans le bon sens du terme. Donc j'aime beaucoup son personnage. Et pareil, de son côté, lui, donc son père est décédé il y a peu de temps, il a récupéré l'héritage des galeries alors qu'il n'en voulait pas forcément. Sa mère est encore là et il a aussi une sœur qui a deux enfants, deux jeunes enfants, et elle est mère célibataire. Et pareil, de ce côté-là, ça se passe pas non plus hyper bien au niveau de la famille Hartmann. Donc il va y avoir toute une dynamique familiale, je pense. C'est une grosse thématique, la famille, dans cette histoire. Et j'ai hâte de m'y replonger. Je vais continuer ma lecture quand je serai revenue de chez la kiné, c'est-à-dire dans 20 minutes, non pas 20 minutes, n'importe quoi, dans 45 minutes à peu près, je pense, parce que j'ai rendez-vous à la nuit et je pense qu'il ne doit pas être loin de Écart. Donc je vais vous laisser pour l'instant et puis je vous reprendrai... Parce que là j'ai été interrompue par... j'étais en train de regarder une vidéo sur YouTube, donc j'ai pas été hyper attentive à ma lecture, mais je vous reprendrai quand je serai arrivée au deuxième tiers. Moment à partir duquel je pourrais pas vous dire grand chose parce que clairement, spoiler, mais je pourrais vous dire un petit peu plus ce que j'en pense. Le style de l'autrice est toujours phénoménal, hein. C'est Sophie Jomain, donc c'est bourré d'humour et voilà, c'est chouette. Et ça ne me pose absolument aucun problème de lire une romance de Noël en juillet. Au contraire, ça me rafraîchit un peu parce que les températures de ces 2 derniers jours ont été difficilement supportables. Donc c'est plutôt cool. Je vous laisse. Et puis je vous reprendrai probablement tout à l'heure du coup, quand j'aurai atteint le deuxième tiers. Je suis arrivée au deuxième tiers de Les étoiles brillent plus fort en hiver, de Sophie Jomain, toujours. Je sais pas pourquoi je continue à regarder le nom de l'autrice. Il est presque 21h, donc on est toujours le même jour, on est toujours le lundi 22 juillet. Je suis contente, j'avance bien. Peut-être. Peut-être que je réussirai à le finir ce soir, pas sûr, on verra. Je vais m'y replonger de ce pas. J'aime beaucoup, j'aime toujours beaucoup. Il y a juste un élément de cette histoire qui m'embête beaucoup. Mais je veux pas trop vous spoiler. Je vous ai dit que Agathe a la garde de sa nièce et qu'il y avait une raison à ça. Ça a un lien évidemment avec sa sœur aînée qui est donc la maman de Chloé. Et je trouve que le comportement d'Agathe concernant cette sœur est un peu limite, mais en même temps je peux comprendre. Et comme dit, comme j'ai pas envie de vous spoiler exactement ce qui se passe, je veux pas non plus trop vous en dire. C'est un sujet qui est délicat à aborder, je trouve que l'autrice le fait vraiment très bien. Et en même temps, j'arrive pas à m'empêcher d'en vouloir un peu à Agathe de la façon dont elle réagit. Mais en même temps, je la comprends. Voilà, je suis un peu mitigée. Mais je pense que c'est aussi ça, la force de cette histoire, c'est que l'autrice réussit à nous faire ressentir ça, et on est censé ressentir ça en fait. On peut que compatir par rapport à Agathe, et en même temps compatir surtout pour Chloé. Voilà, je vous laisse, je sais pas, peut-être qu'il existe une liste de trigger warning quelque part. Si vous avez envie de savoir quel sujet exactement on va aborder dans ce livre, posez-moi la question dans les commentaires et je vous répondrai. Mais voilà, je ne veux pas trop vous en dire comme ça dans la vidéo. C'est dur, mais c'est Sophie Jomain, donc c'est toujours fait avec beaucoup de délicatesse et une dose d'humour qui est la bienvenue. Je suis donc arrivée au deuxième tiers et je suis arrivée à ce qu'on appelle le third act breakup. Donc le moment où ça y est, enfin on se dit peut-être qu'ils sont ensemble ou pas encore tout à fait, mais ça va le faire, et puis d'un seul coup il y a un truc qui fait que c'est même plus envisageable pour l'instant. Donc et en l'occurrence ça a un lien avec un élément que je vous ai mentionné un peu plus tôt, mais dont je ne vous dirai rien de plus. Donc voilà, je passe toujours un super moment.
Alors par contre, c'est étrange, hein, mais j'ai pas du tout la sensation, la magie de Noël. Est-ce que c'est parce que je le lis en juillet et que du coup je suis pas dans l'ambiance? Ou est-ce que c'est parce que l'histoire pourrait... En vrai, l'histoire pourrait se passer à peu près à n'importe quel autre moment. Ça changerait pas grand-chose, sauf que... Et ça, je l'avais complètement zappé. Je m'en suis souvenu que quand j'ai monté la toute première partie de cette vidéo, le 1er juillet, le petit moment du 1er juillet où je vous relisais le résumé, on a un Père Noël avec un chat magique qui exauce les vœux. Et ça, j'avais complètement zappé. Et effectivement, dans la deuxième partie, on a vu cet aspect légèrement fantastique de l'histoire. Alors, est-ce que c'est juste une succession de coïncidences ou est-ce que ce chat exauce réellement les vœux? Moi, je crois pas aux coïncidences, mais ça ne veut pas dire que les choses sont forcément magiques. Voilà, c'est... J'apprécie, mais comme dit, c'est pas forcément... Je sais pas, j'ai pas forcément ce sentiment de magie de Noël, alors que clairement, on est sur de la magie de Noël. Hein. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est une histoire qui peut se lire n'importe quand, en fait, et je trouve que c'est... Elle est intemporelle. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc j'apprécie vraiment ma lecture et je vais y retourner de ce pas et je vous reprendrai quand je l'aurai terminé pour vous donner ma note finale et mes dernières impressions. On est le 1er août. Ça fait un moment du coup que j'ai terminé Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain. Je ne vous reprends que maintenant parce que j'ai pas jugé que c'était utile que je vous reprenne avant. Autant que je vous fasse un seul clip avec mon avis final sur celui-ci et que je vous présente le nouveau livre du Buzzword, du coup celui du mois d'août. Donc, pour en terminer avec Les étoiles brillent plus fort en hiver, j'ai pas grand chose de plus à vous dire que tout ce que je vous ai déjà raconté. Je lui ai mis 14 sur Livre Addict et 4 étoiles sur Goodreads. Comme je vous l'ai déjà dit, il m'a manqué la magie de Noël et comme d'habitude l'autrice utilise ce côté romance feel good pour aborder des sujets graves et malheureusement j'ai trouvé que cette fois-ci l'aspect romance feel good de Noël va passer au second plan par rapport au sujet un peu plus dur que l'autrice avait envie d'aborder. Et ok, pourquoi pas, mais du coup je suis moins habituée à ça de sa part. Je l'ai trouvé peut-être un peu moins drôle aussi, un peu moins léger, tout simplement. Et j'ai trouvé que la relation entre les deux personnages principaux n'était pas forcément hyper crédible. Je trouve que la façon dont ils se comportent l'un envers l'autre, surtout elle par rapport à lui, est absolument horrible. Donc je comprends pas pourquoi il est attiré par elle en fait, vu la manière dont elle se comporte avec lui. Et puis j'ai toujours le problème de son comportement, le comportement de l'héroïne avec sa sœur. Donc la mère de sa nièce, dont elle a la garde. Je suis mitigée, mais comme dit, je peux pas vous dire pourquoi, pour pas vous spoiler. J'ai eu du mal. J'ai eu plus de mal avec celui-ci qu'avec les autres. Et c'est dommage, mais je continuerai quand même à lire cette autrice parce que je l'aime énormément. Et c'est juste un petit moins avec celui-ci par rapport aux autres. Mais c'était quand même un chouette moment de détente. Ça s'est lu très très vite. Je l'ai lu quasiment en une journée. Donc si vous aimez les histoires d'amour et qui se déroulent à Noël, mais comme dit, la magie de Noël, c'est pas vraiment le sujet dans cette histoire. Donc c'est pas son plus light, c'est pas le plus drôle. C'était sympa, mais voilà, pas autant que les autres. Du coup, maintenant que celui-ci c'est fait et qu'on est le 1er août, j'ai commencé ce matin dans la voiture en allant travailler le livre pour le Buzzword du mois d'août. Et alors, ça a été compliqué, croyez-moi, parce que déjà je ne l'ai pas en version physique. Le critère de sélection pour le Buzzword du mois d'août, c'est le mot like dans le titre, L-I-K-E. Donc il faut qu'il y ait le mot like dans le titre. C'est pas un critère, c'est pas une thématique, c'est un mot qui doit se trouver dans le titre. Alors, je peux le traduire, bien sûr. Donc, j'aurais pu essayer de trouver un titre avec comme ou aimer dans le titre. Mais
je me suis dit je vais déjà tenter de voir si je trouve quelque chose avec like. Dans ma pile à lire physique, il n'y en avait pas. Par contre, j'en ai trouvé un dans ma pile à lire numérique. Du coup, je repars sur une lecture numérique pour le dernier livre de cette vidéo, qui est, je vais le sortir sur mon téléphone parce que je ne me souviens plus du nom de l'autrice. Alors, et je vous mettrai, comme d'habitude par ici, la couverture. C'est Song of Silver Flame Like Night de Amélie Wen Tsao. Tsao, c'est bien ça. C'est une histoire inspirée par le folklore chinois. Vous allez en voir beaucoup ce mois-ci, sans vous spoiler trop quoi que ce soit, même si normalement vous aurez déjà vu la vidéo précédente. Ou pas? Si, vous aurez déjà vu la vidéo précédente. Donc je peux vous le dire. 1er août, donc je commence par Song of Silver Flame Like Night, qui est inspiré par le folklore chinois. Et je vais aussi commencer mon vlog de série sur Daughter of the Moon Goddess, qui est aussi inspiré par le folklore chinois. Ça fait beaucoup de Chine tout ça. Bref, en plus ils sont en train de gagner toutes les médailles au JO. C'est frustrant. Mais l'athlétisme n'a pas encore commencé. Bon, passons. Du coup, cette histoire, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a perdu sa mère il y a 12 ans à cause d'une guerre. En fait, le nouveau roi, le nouvel empereur, a décimé une grande partie de la population et des villes, et principalement les gens qui avaient de la magie. Et même si l'héroïne ne croit pas trop à la magie, bah, il semblerait que sa mère en avait. Sa mère a donc été exécutée, mais juste avant de mourir, elle a laissé une marque à sa fille, et donc sa fille a une cicatrice au niveau du poignet. Un symbole particulier, mais elle est la seule à voir cette marque. Et donc elle est à la recherche de la signification de cette marque, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi sa mère est décédée, etc. Et de l'autre côté, on a un jeune homme qui, lui, a de la magie, qui est hors la loi, du coup. Et lui, il cherche à rétablir un peu l'ordre, faire en sorte que le tyran qui est à la tête du royaume ne pourchasse plus les gens comme lui qui ont de la magie. Évidemment, vous vous doutez bien que ces deux personnages vont se rencontrer, que leurs intérêts vont converger, et qu'il va peut-être se passer un truc entre eux. Donc ça, c'est vraiment le pitch de base, c'est tout ce que je sais de cette histoire. Et j'ai lu du coup les 2 premiers chapitres, un en allant bosser et un en revenant du boulot. Et donc dans ces 2 premiers chapitres, on a fait la connaissance de notre héroïne qui travaille qui a été recueillie par un vieil homme qui lui a trouvé du travail, et donc elle travaille dans un salon de thé. Un salon de thé un peu particulier parce que c'est un salon de thé où les riches, donc les envahisseurs, viennent pour s'amuser aux dépens des serveuses du salon de thé, puisque parfois l'une d'entre elles peut être sélectionnée pour monter à l'étage avec un des soldats. Et ça se termine jamais bien, puisque une fois que cette jeune fille a été souillée, elle est éjectée du salon de thé. En plus, la patronne la met à la rue. Donc si c'est quelqu'un d'assez riche, il a peut-être les moyens de racheter le contrat de cette jeune fille et de la prendre à son service. Donc dans ces cas-là, tant mieux, enfin vite fait quoi. Mais si c'est juste un soldat qui veut s'amuser et qui n'a de l'argent pour payer qu'une seule nuit, cette jeune fille va se retrouver à la rue par la suite. Et là, on a notre héroïne qui... donc l'histoire commence, elle se rend dans un magasin qui sert un petit peu de lieu de contrebande. Le métal est interdit, les gens n'ont pas le droit d'avoir de métaux sur eux, puisque le métal, surtout les métaux un peu précieux, sont les canaliseurs de l'énergie de la magie en fait, et du coup les gens qui font de la magie utilisent les métaux. Du coup l'empereur a réquisitionné tout le métal pour ses propres sorciers, ses propres magiciens. Et là elle arrive dans cette boutique qui est tenue par l'homme qui l'a recueillie quand sa mère est décédée. Et cet homme a un parchemin à lui vendre, parchemin sur lequel il y a un symbole qui ressemble beaucoup à celui qu'elle a sur le poignet. Quand 2 soldats arrivent, et donc elle réussit à s'enfuir. Et puis on a ensuite le point de vue donc, du garçon, là, le fameux sorcier, qui arrive dans la même ville et qui se rend compte que y a quelqu'un dans cette ville qui dégage une énergie magique. Je vous laisse deviner qui. Voilà, j'en suis là. Je viens juste de finir le chapitre 2, donc ils vont se rencontrer dans d'autres circonstances. Je vous dis pas lesquelles, parce que même si ce serait pas vraiment vous spoiler, c'est que le chapitre 2, mais voilà, je vais quand même pas trop vous en dire non plus. J'aime beaucoup le style pour l'instant, l'atmosphère est sympa, ouais, c'est assez agréable, c'est assez fluide à lire, beaucoup plus que Shanghai Immortal que j'ai lu que j'ai en partie lu.
en juillet et qui était catastrophique. Donc je suis contente de mon choix et j'ai hâte de le continuer. Je vais vous laisser là pour l'instant du coup et je vous reprendrai comme d'habitude quand j'aurai atteint à peu près les 33%, je dirais. Alors là j'en suis à peu près à 8%. Donc d'ici, on est quel jour? On est jeudi, vendredi, samedi. Peut-être la semaine prochaine? Oui, je pense la semaine prochaine, du coup, mercredi. On verra en fonction de comment j'avance dans mon rythme, mais voilà. Donc c'est le dernier livre de cette vidéo et j'espère que il sera un poil, enfin il saura me séduire un peu plus que le précédent, parce que sinon on va être sur un vlog un poil mitigé. On est lundi le 5 août et il est midi 5, donc je vais commencer à préparer à manger. J'ai atteint les 33% de Song of Silver Flame Like Night de Amélie Wansao. J'aime vraiment beaucoup cette lecture. Alors, donc je vous ai raconté un petit peu l'histoire. On va se retrouver dans une situation où nos deux personnages principaux vont finir par se rencontrer. Et Tsen, qui est le garçon, va sauver la vie de Lan, qui est la jeune fille. Il va la sauver d'une mort certaine dans le fameux salon de thé où elle travaille. Et ils vont s'enfuir tous les deux. Donc, lui comprend que c'est elle qui possède cette magie. Hein. Je ne vous avais pas spoilé dans le clip précédent, mais je pense que vous avez compris. Vu que sa mère lui a laissé une cicatrice pour une raison particulière qu'on ne connaît pas encore, mais dont on commence à se douter un petit peu. Donc, elle a ce pouvoir en elle qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne maîtrise pas. Et Tsen décide de la prendre sous son aile et de l'emmener dans l'académie de magie dont il est issu. Académie cachée puisque, comme je vous l'ai dit, l'empereur souhaite détruire ou s'accaparer toute la magie, on va dire. Donc, ils vivent clandestinement. Et donc, Tsen décide d'emmener Lan avec lui pour essayer de comprendre la magie qu'elle possède, parce que c'est quelque chose de vraisemblablement assez dangereux, très particulier en tout cas, et extrêmement rare. Donc, il s'enfuit, et l'homme, donc le sorcier, le magicien, qui a tué la mère de Lan, est sur leurs traces. Donc, c'est lui qui l'a retrouvée au salon de thé, et c'est de lui que Tsen l'a sauvée. Alors, j'aime beaucoup la relation qui se met en place entre les deux. J'ai l'impression que je vais vous redire à peu près la même chose que dans mon vlog de série sur Daughter of the Moon Goddess. Mais j'ai l'impression que je les aime vraiment beaucoup les deux. Alors, je préfère pour l'instant Daughter of the Moon Goddess. Est-ce que c'est parce que je suis plus loin dans l'histoire? Peut-être. En tout cas, au niveau de la version audio, je trouve que la narratrice de Song of Silver Flame Like Night emploie un ton un peu plus juvénile. Les voix de ces personnages paraissent beaucoup plus jeunes. On dirait même une enfant presque, l'héroïne, Lan. Ça me gêne pas plus que ça. Mais j'aime beaucoup le ton, le côté un peu mystérieux. J'ai un petit peu de mal pour l'instant à appréhender le système de magie. Il me semble qu'on est sur... Enfin, on est sur une magie, donc trigger warning, on est sur une magie qui a un lien avec le sang. Et j'apprécie le côté artistique visuel de cette magie, puisque pour l'utiliser, Zen doit tracer en l'air un genre de kanji, je suppose, des genres de caractères un peu particuliers, une calligraphie. Et voilà, je trouve ça très beau. Je suis curieuse de savoir ce qui se passe exactement et j'attends la révélation de pourquoi sa mère lui a laissé cette cicatrice et qu'est-ce que ça veut dire et quel est son pouvoir à elle, quel est le lien avec les 4 dieux, les 4 animaux qu'on voit sur la couverture. Voilà, donc c'est plus sanglant que Daughter of the Moon Goddess, donc pour l'instant je le mettrai quand même en young adulte, mais un petit peu plus adulte que young. Mais c'est pas non plus de l'adulte, en tout cas pas pour l'instant. On verra comment ça évolue au fur et à mesure. Donc là j'ai atteint le premier tiers et
il y a des événements qui font que, même si leur progression, alors leur progression a bien entendu été ralentie par cette poursuite du méchant de l'histoire, et Lan a aussi une vision, un rêve qui lui suggérait d'aller dans une autre direction que l'académie de magie. Ils vont se retrouver quand même obligés d'y aller. De toute façon, c'est l'endroit où Lan voudrait se rendre, c'est sur la route, c'est en tout cas pas très loin. Donc, dans un premier temps, pour des raisons de sécurité, ils vont se rendre à l'école. Ils sont tous les deux extrêmement fatigués, blessés. Donc, voilà. Donc là, ils viennent d'arriver à l'école et j'ai hâte de voir ce que ça va donner et d'en apprendre un peu plus sur cette magie, puisque Lan est aussi ignorante que nous. Donc on va apprendre tout ça en même temps qu'elle. Je vais me remettre à ma lecture. Est-ce que je m'y remets tout de suite ou est-ce que je lis? Alors déjà, je vais faire à manger et manger. Et j'hésite parce que j'ai commencé aussi autre chose dans ma palle des cartes. Non, mais je vais quand même me remettre à cette lecture-là parce qu'au moins ce vlog, je vais pouvoir avancer dans ce vlog. Ce sera fait parce que au niveau timing, ça va être serré sinon. Donc, je m'y remets de ce pas. Je vous reprendrai quand j'aurai atteint le deuxième tiers. J'espère aujourd'hui et sinon à un moment donné dans la semaine. J'ai terminé Song of Silver, Flame Like Night. Flame que j'écris avec 2 M parce que je suis bête. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on est le 8. Oui, on est le 8. Et je l'ai terminé il y a 3 jours, le 5. Malheureusement, mon avis n'a pas beaucoup changé. Je n'ai pas réussi à m'attacher au personnage. Cependant, je pense que ça a un gros lien avec le fait que je lisais en parallèle Daughter of the Moon Goddess. Donc dans la vidéo que vous aurez vue... Non, que vous verrez. Que vous aurez vu, que vous verrez la semaine prochaine. Donc vous verrez d'abord le vlog de série et ensuite ce vlog. Donc dans la vidéo que vous aurez vue la semaine dernière, je lisais l'intégrale de The Celestial Kingdom, donc la duologie plus les contes issus de cet univers. Et Daughter of the Moon Goddess, ça a été un coup de cœur phénoménal, je l'ai adoré. Et du coup, peut-être que, en fait, j'ai été obligée de les comparer, enfin, non, j'étais pas obligée, mais forcément, même inconsciemment, même si j'avais toute la meilleure volonté du monde, j'ai pas pu m'empêcher de les comparer parce que c'est 2 fantaisies inspirées par le folklore chinois, avec des histoires différentes, mais un déroulé des événements pas forcément similaire, mais en tout cas un décor similaire. Et j'ai adoré Daughter of the Moon Goddess et j'avais envie d'y retourner à chaque fois. Et j'étais très frustrée d'ailleurs parce que, comme je le lis en lecture commune, j'avais un certain nombre de pages à lire par jour et du coup, quand ça s'arrêtait, je devais attendre le lendemain pour le lire. Et du coup, Song of Silver, Flame Like Night, j'avais pas forcément envie plus que ça d'y retourner. Je l'ai lu parce que je voulais absolument finir et je voulais quand même savoir ce qui allait se dérouler à la fin. Mais mon intérêt a été vraiment limité et comme dit, je pense qu'il a souffert de la comparaison avec Daughter of the Moon Goddess. Donc les fans du genre fantasy asiatique avec un peu de romance l'apprécieront sûrement. Malheureusement pour moi, c'est pas vraiment une déception. En fait, j'ai rien à reprocher à ce bouquin. Juste, c'était pas Daughter of the Moon Goddess. Voilà, je vous le dis vraiment, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai pas pris autant de plaisir que j'aurais voulu à la lecture de Song of Silver, Flame Like Night, parce que en fait j'aurais dû le lire indépendamment, j'aurais dû le lire à un autre moment, je sais pas. Mais voilà, je lui ai quand même mis 14 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads. Et voilà, c'était sympa sans plus. Je vous ai déjà raconté à peu près l'histoire. On a une relation intéressante qui se met en place entre les 2 personnages principaux. Et je pense que la suite peut être intéressante étant donné comment le tome 1 se termine. Mais je ne la lirai pas. Voilà, comme dit, mon intérêt n'a pas été suffisamment piqué, même si je ne dis pas que le livre n'est pas intéressant. Je dis qu'il n'est pas intéressant pour moi. Mais je pense qu'il peut l'être.
Et puis je lui reproche aussi un petit peu le côté prévisible et le côté, comment dire, sacrifice exacerbé des personnages qui sont prêts à tout pour, alors, pour le plus grand bien, on va dire, pour sauver le plus grand nombre de personnes au détriment de leur propre sécurité et de leur propre vie. Mais je trouve que ça faisait vraiment trop martyr, en fait. Donc j'ai pas forcément apprécié plus que ça cet aspect de l'histoire. Donc je vous le conseille quand même si vous aimez la fantasy asiatique parce que c'est du young adulte, donc c'est pas de l'adulte. L'univers est pas hyper riche, hyper complet, mais je l'ai trouvé intéressant, mais pour moi pas suffisamment pour lire la suite. Donc, je vais clôturer ce vlog sur ces bonnes paroles. On a eu... Alors, je vais revenir sur ma page de mon challenge Buzzword, parce qu'il y en a un que j'ai lu il y a quand même plus de 2 mois. Donc, en juin, j'ai lu Cache-Cache mortel de Kirsten White pour le prompt Repeating Words. Donc, il fallait qu'il y ait un mot qui se répète au moins une fois dans le titre, Cache-Cache mortel, dans la version française. Et je lui ai mis 4 étoiles. Au mois de juillet, j'ai lu Les étoiles brillent plus fort en hiver pour un titre dans lequel il y avait une unité ou un moyen de mesure. Les étoiles brillent plus fort, plus, moins. Pour moi, ça permet de mesurer quelque chose. Donc j'avais lu celui-ci et je lui ai mis 4 étoiles, c'est écrit par Sophie Jomain. Et donc pour le mois d'août, Song of Silver Flame Like Night de Amélie Wen Tsao, c'est le tome 1 de la série Song of the Last Kingdom, je crois. Et je lui ai mis 4 étoiles, et il fallait qu'il y ait le mot like dans le titre. Et je crois que le tome 2 va sortir là, bientôt, peut-être en septembre, en version originale. Comme dit celui-ci, il n'a pas encore été traduit, je ne sais pas s'il le sera, je suppose que oui. Voilà. Donc, je vais vous laisser sur ces belles paroles. Je vais retourner à ma lecture de Heart of the Sun Warrior, qui est le tome 2 de la série The Celestial Kingdom, puisque à l'heure où vous aurez vu cette vidéo, vous aurez déjà vu le vlog précédent, mais comme on n'est que le 8, je n'ai pas encore fini mon vlog de série. Du coup, je vous laisse, et je peux déjà vous annoncer que pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre, il y aura un vlog du Buzzword chaque mois avec 3 livres différents selon une même thématique, donc la thématique du mois. Je vous laisse regarder si ça vous intéresse la vidéo annonce de Kayla que je mettrai dans la barre d'infos comme d'habitude pour avoir un petit teaser des thématiques qui vous attendent pour la fin de l'année. Et puis peut-être dans les commentaires, si vous avez envie, essayez de deviner quel titre de ma pile à lire je pourrais sortir pour les futurs vlogs jusqu'à la fin de l'année. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis, c'est tout. Ciao.